contre la fraude. Et 2 citoyens, Monsieur le ministre, viendront tout à l'heure échanger directement avec vous en plateau. Et puis, entre ces deux, il y aura des appels téléphoniques et aussi des questions sur la plateforme. C'est très simple. Si vous voulez participer à ce débat, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages sur le hashtag presimet.bf/dialogue citoyen. Je précise que cette émission est conduite par la RTB en partenariat avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Elle se tient donc dans le cadre du Presimet, le suivi citoyen du programme du président du FASO. Dialogue citoyen, ce n'est ni un entretien, c'est très important, ce n'est pas une interview, ce sont des échanges entre les citoyens et donc les autorités. Et le public qui est là évaluera à la fin ce que vous allez nous dire ce soir, Monsieur le ministre. Alors, pour commencer, avant que la technique ne s'installe et que les citoyens commencent à intervenir directement, Monsieur le ministre, le 9, d'abord, il y a 2 jours de cela, notamment samedi dernier, le CGD a fait donc un sondage qui a été publié. Il se trouve que les Burkinabés, on a l'impression, perdent confiance d'abord sur le PNDS et puis même sur la capacité du gouvernement à répondre à leurs attentes. Qu'est-ce que vous répondez? Merci à tout le monde, merci aux téléspectateurs. Je voudrais dire que le 11 décembre dernier, notre pays a célébré le 58e anniversaire donc, de son accession à l'indépendance. Et à cette occasion, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a prononcé un discours rassembleur, un discours donc, qui invite à plus donc, de vivre ensemble. Et il a aussi mentionné la nécessité pour nous d'être ouverts aux questions donc, de redevabilité. Votre émission est un bon moment, une bonne occasion de redevabilité vis-à-vis donc, des citoyens. Et je voudrais aussi inscrire cette activité du CGD dans le même cadre qui permet donc d'avoir une photocopie ou une photographie du moins ponctuelle ou j'allais dire factuelle sur la perception des Burkinabés, sur la gouvernance, sur les résultats atteints. Et l'un dans l'autre, je pense que c'est des occasions qui nous permettent donc de dire et de donner des appréciations par rapport donc à la mise en œuvre globale donc du PNDS. Mais avant de donner une appréciation sur cette question, je saisis en tout cas l'occasion que vous m'offrez pour dire quelque chose qui m'est cher. C'est le fait que, en ce moment, il est bon que l'ensemble des Burkinabés restent mobilisés et debout autour donc de nos forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain pour nous permettre donc de continuer à conserver nos milliers de mètres carrés, pour nous permettre donc de garder intact l'héritage donc de nos devanciers qui sont battus pour reconstituer la Haute-Volta en 1947 et qui tous les jours veillent en tout cas sur la sécurité des populations. C'est le lieu en tout cas de leur rendre hommage et de montrer notre soutien. Pour revenir en particulier à la préoccupation qui a été soulevée, je voudrais dire que c'était un très bon exercice qui permet donc aux gouvernants d'avoir l'information exacte de ce que pensent les populations sur leur action et de pouvoir donc se corriger. Il y a eu, je crois que c'est le 3e exercice qu'ils ont, le 4e qu'ils ont fait sur la mise en œuvre, la perception des citoyens. Et on voit que la confiance s'effrite au fur et à mesure justement que les résultats tombent. Je pense que c'est plutôt le message qu'il faut regarder. Le fait que les populations, en tout cas, n'apprécient pas d'une manière ou d'une autre l'action qui a été faite et comment est-ce que nous devrons pouvoir partager l'action qui est menée, comment est-ce qu'on peut communiquer pour montrer aux populations ce qui est fait et en même temps, pourquoi est-ce qu'on doit faire davantage, à la fois pour consolider les acquis, mais aussi pour accélérer le processus, parce que vous savez très bien qu'il y a une forte attente, il y a beaucoup de choses qui sont attendues par les Burkinabés, et il est bon en tout cas qu'on puisse accélérer pour obtenir plus de résultats. Il faut plutôt prendre cette note comme une invite à faire davantage, à mieux travailler, et plutôt que de chercher donc effectivement donc d'autres formes de justification. Du reste, sur les segments qui nous concernent, on aura l'occasion certainement de venir là-dessus. Beaucoup d'efforts sont faits, il y a énormément de choses qui restent à faire, mais ce que nous devrons montrer ici, c'est l'engagement, la volonté pour nous donc de faire mieux et de continuer à transformer davantage notre pays. D'accord. Le 9 novembre, il y a eu l'augmentation des prix du carburant qui avait été justifiée par la hausse au niveau mondial. Aujourd'hui, on constate que le baril ne fait que baisser.
Est-ce que vous allez revenir sur le prix, surtout que le maintien des prix de transport que vous aviez annoncé en accord avec les transporteurs n'a pas été suivi partout à travers le territoire? Je suis intéressé effectivement donc, pour la dernière partie donc, de votre appréciation, qui est que le travail donc, du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est de suivre tous les jours l'évolution des prix, les changements qui interviennent dans les différentes villes et régions de notre pays. Et lorsque nous avons des informations dans ce sens et que nous regardons les textes, nous approchons toujours les personnes concernées afin donc, de remédier. Sinon, le choix qui a été fait par la majorité donc, des acteurs qui ont des grandes flottes sur le terrain, en tout cas, a été donc d'accompagner la mesure. Parce que vous savez très bien que un certain nombre de produits de première nécessité viennent donc des pays côtiers ou à l'import. Donc, lorsque le coût du transport, en tout cas, grève, ça donne un impact général, en tout cas, donc, sur l'ensemble donc, des autres produits. Donc, c'est pour cela que le travail avec les transporteurs était capital. Maintenant, s'il existe effectivement donc, des endroits où il y a ce genre de choses, les directions régionales et un peu partout, nous essayons de discuter avec les acteurs pour qu'ils en tiennent compte parce que, vous savez, en pareille circonstance, il y a toujours des personnes qui prennent des décisions effectivement individuelles. Et nous discutons avec ces personnes-là pour pouvoir améliorer la situation. Donc, je suis preneur effectivement donc, de ce genre d'éléments-là pour que mes services continuent de travailler là-dessus. En ce qui concerne la tendance baissière qui a été observée sur le coût du baril à l'international, je dirais que c'est une bonne chose parce que les arguments qui ont plaidé à rehaussement ou à le réajustement donc, du prix du baril, la question donc, de l'augmentation donc, du prix du baril à l'international, en est pour quelque chose, ce qui nous a amené donc à réajuster un peu les prix à la pompe. Si aujourd'hui cette tendance baissière continue, et avec le nouveau dispositif qui a été mis en place, qui nous permet donc une évaluation tous les 3 mois, si nous continuons à cette tendance baissière, oui, le gouvernement effectivement donc, sera en situation effectivement donc, de pouvoir C'est-à-dire qu'il faut attendre le 9 février pour tirer la conclusion? Nous avons l'ancien mécanisme donc, de détermination et de gestion des prix, effectivement, on se faisait chaque mois. Le rapport qui a été présenté et qui a suivi, qui a amené effectivement donc, la décision de réajustement, a mis en place un nouveau dispositif en fait, qui permet donc d'apprécier l'évolution sur 3 mois, pour 2 raisons. C'est pour permettre pleinement au Burkinabé donc, de pouvoir bénéficier, lorsqu'il y a une tendance baissière, sur 3 mois, avant effectivement donc d'apporter en tout cas des corrections avec des plafonnements qui sont bien inscrits. Donc je dis, si la tendance baissière, elle continue comme ça et elle se confirme en tout cas dans les mois à venir, les semaines à venir, bien entendu, nous allons effectivement donc apprécier les choses et de pouvoir prendre des décisions en tout cas qui permettent toujours au Burkinabé donc de bénéficier de la baisse donc du prix du baril. C'est tout à fait normal, c'est l'objectif du mécanisme. Nous souhaitons en tout cas pouvoir faire vivre le mécanisme qui permet donc des révisions effectivement donc chaque 3 mois. Et lorsque nous discutons avec l'ensemble des partenaires, et c'est cette situation qui est présentée, mais nous sommes dans les échanges et en espérant effectivement donc qu'il y aura donc toujours cette tendance baissière. Alors, le président dans son programme a annoncé le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux PME, en tout cas PMI plutôt, petites et moyennes industries, l'installation de ces genres justement d'unités qui vont transformer les matières premières que nous produisons ici au Burkina, je pense aux tomates, au coton, ou à un certain nombre de lait, la viande, etc. On a vu à un moment donné certains promoteurs qui sont arrivés, notamment des Turcs, qui ont annoncé l'installation d'une usine de transformation de coton. Mais entre-temps, c'est silence radio. Que devient donc ce projet? Et puis, où en est-on avec justement ces projets d'installation d'unités, avec notamment le projet de Lumbila aussi, qui est resté lettre morte depuis? Je voudrais indiquer que nous travaillons effectivement donc, sur la base d'une politique sectorielle TIA, Transformation industrielle et l'artisanat, qui est opérée par 3 départements, notamment le mien, celui de l'énergie et celui donc, des mines, à l'effet donc de faire une transformation industrielle et artisanale donc, de notre pays basée sur la transformation des matières premières. Au niveau donc, de mon département, nous avons élaboré à faire adopter un atelier et une stratégie nationale d'industrialisation. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le PIA, le plan d'industrialisation accélérée, qui est aux côtés donc, de la dizaine donc, des filières que nous avons répertoriées. Nous avons choisi de développer très rapidement 3 filières, notamment donc, la filière matériaux et carrières, la filière bétail, viande et la filière coton. Dans cette filière coton textile, on peut loger donc la question donc de l'unité industrielle Asta Textile, qui est un projet
qui va être conduit par une structure effectivement du secteur privé avec l'appui de l'État. Oui, l'annonce de ce projet a été faite à l'effet donc d'installer une unité industrielle à Ouagadougou et qui va créer environ 12 000 emplois, qui va certainement donc compléter la chaîne de valeur donc au niveau donc du coton, parce que jusque là nous avons donc des unités donc de grainage. Et ensuite, nous avons une unité donc de filature. Mais sur 100 000 tonnes de coton produit au Burkina Faso, nous ne transformons que 2%. Donc l'idée, c'est de porter donc le taux de transformation à 15% au moins à travers donc le plan d'industrialisation accélérée. Donc ce projet est un grand projet qui permet donc de couvrir l'ensemble des échelons de la transformation et évalué à peu près 250 milliards de francs CFA. L'amélioration qui a été faite à ce niveau, c'est que nous avons pensé qu'il était bon que l'unité principale puisse en tout cas être installée à Ouagadougou, qu'en même temps nous puissions, qui va créer autour de 8 000 emplois, et que le reste d'emplois puisse être répartis dans 2 zones cotonnières, notamment dans Bobo-Dioulasso et Koudougou, avec la création donc, de 2 ateliers qui créeraient 1500 emplois à Bobo et 1500 emplois à Koudougou. Mais pourquoi pas l'unité principale dans les zones où le coton est produit? Le travail qui a été fait, c'est que la répartition de Burkina Faso en zone cotonnière, le centre effectivement doit être une zone cotonnière avec une opération, avec une structure comme... face au coton qui opère effectivement dans cette zone-là. À l'est, vous avez Sokoma et à Bobo-Dioulasso, on a Sofitex effectivement dans cette région-là. Et aujourd'hui, ce projet n'est pas le seul projet, effectivement, donc, en termes de coton au Burkina Faso. Je parle de celui-là qui va permettre donc, de faire 8 000 ici, 1500 à Bobo et 1500. Mais vous voyez très bien que nous développons d'autres projets, notamment donc, l'unité avec un projet avec Marobeni, qui est une structure effectivement, donc, japonaise avec qui nous travaillons pour Koudougou. Nous avons identifié dans le cadre du plan d'industrialisation accéléré 6 autres sites à travers donc, le pays, à l'effet de développer des unités de filature. Donc là où il y a des zones cotonnières, il y a plusieurs projets donc, qui sont en train de développer. Donc vous savez, il y a celui de Ouagadougou, mais celui de Koudougou, il y a ceux qu'on est en train de développer dans l'ensemble de régions. Donc il n'y a pas une zone cotonnière qui est laissée en reste et nous travaillons effectivement donc, pour avancer là-dessus. Où en sommes-nous avec le projet? Je disais en tout cas qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase donc, de mobilisation donc, des partenaires techniques et financiers qui vont investir en tout cas dans le projet. À ce niveau, nous sommes très avancés. Il y a du coup ce que nous donne en tout cas un grand pouce pour en tout cas créer la société. Aujourd'hui, elle est en passe en tout cas donc d'être créée avec l'État déjà qui est en train de respecter ses engagements. Comme vous savez très bien, proposition donc, de répartition du capital était prévue entre l'investisseur turc effectivement donc, qui mettrait 55% et l'État 45%. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le secteur privé pour prendre en compte le secteur privé parce qu'il faut effectivement donc, que nos acteurs privés qui au-delà donc, de l'import-export s'investissent en tout cas dans la transformation. Et je pense aujourd'hui que l'État se retrouverait donc à peu près 20% et le secteur privé burkinabé 25% pour le permettre en tout cas d'avoir la main sur une expertise, un transfert donc, de technologies pour continuer le travail en tout cas qui sont faits dans le cadre des investissements directs étrangers. Et nous pensons en tout cas qu'avec la création ce mois de l'unité industrielle et la mobilisation de ressources, nous devrons pouvoir donc faire un pas de plus. Il y a aussi les banques nationales qui sont en train de mobiliser pour accélérer et faire les premières parties donc, du projet. Donc nous pensons en tout cas que si nous continuons dans ce sens-là, c'est quelque chose qui va avoir lieu, qui va permettre donc de créer des emplois. Mais comme je le dis, nous ne laissons pas du tout les autres projets sur lesquels nous signons des accords. Vous voyez, nous avons signé il y a quelques jours, en tout cas, un protocole d'entente pour développer un parc industriel textile dans la région donc, de Bobo-Dioulasso, ce que nous sommes en train de faire. Et il y a d'autres projets qui vont être développés dans la région, notamment avec IMC, avec Intec, d'autres projets dans la région et un peu partout. Donc, vous savez, c'est donc pas Ouagadougou seulement qui est le seul site, mais un peu partout au Burkina Faso, comme on peut le faire. Parce que oui, on ne peut pas continuer à produire 600 000 tonnes de coton et ne pas pouvoir en tout cas donc disposer d'une transformation conséquente parce que c'est là que les emplois sont clairs. Chaque année, les sociétés donc, de grainage ne créent pas plus de 100 emplois alors que nous savons très bien que si on passe à l'échelle, on devrait pouvoir créer plus et mieux sans oublier le handmade, le fait main avec l'accompagnement que nous faisons au niveau donc, des tisserantes et des tisserands pour continuer à faire donc, les habits traditionnels. Bobo-Dioulasso, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il n'est capitale économique de nom parce que la plupart des unités qui sont là-bas se meurent. Alors que le président, dans son programme, avait promis de développer le consommant burkinabé. Si dans le domaine du textile, notamment le Faso d'Anfani, le président est l'exemple à travers donc, le port permanent du Faso d'Anfani, ce n'est pas le cas de certains produits. On a vécu la crise de l'huile il n'y a pas très longtemps. Il y a la Sociéco aussi qui parle de mévente
tous les jours. Est-ce que la question c'est qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Je voudrais d'abord vous rassurer que Bobo-Dioulasso reste la capitale économique du fait donc de son potentiel, du fait donc de son histoire et du fait donc de sa capacité à accueillir des investisseurs. Je suis totalement d'accord avec vous que nous pourrons en tout cas lister pas mal d'entreprises en tout cas qui ont été créées depuis les indépendances, qui ont connu des problèmes, qui ont pratiquement disparu. Et sauf avoir un esprit annihiliste, on ne peut pas nier cela. Mais ça, c'est le point. Lorsqu'on a décidé donc de former le point, on peut aussi donner d'autres types de chiffres pour montrer que sur la base donc de matières premières agricoles, il y a énormément de nouvelles unités qui sont en train de se créer dans la région. Je pourrais effectivement donc citer des nouvelles unités dans le domaine des boissons, dans le domaine en tout cas de la transformation donc de nos matières premières, notamment donc la mangue, dans le domaine en tout cas donc du beurre de karité, dans le domaine de l'anacate, d'autres unités, d'autres PMI sont en train de se développer effectivement donc dans la région, un peu partout ailleurs. Donc aux côtés donc des entreprises qui ont été créées depuis les indépendances, qui ont connu des difficultés ou qui sont en tout cas qui ont totalement disparu, il y a cette nouvelle dynamique, la nouvelle génération d'entreprises qui sont en train de se créer dans la région de Bobo. Et chaque jour, nous nous donnons les moyens en tout cas pour qu'elles puissent vivre, pour qu'elles puissent fonctionner. Vous avez cité celles qui sont en difficulté, notamment notamment donc les huileries et vous avez cité aussi la SO Sosiko dans la région donc de Banfora. C'est une réalité. Mais pourquoi elles sont en difficulté? Elles sont en difficulté pendant que ces entreprises-là produisent une quantité qui devrait pouvoir être absorbée par l'ensemble des Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le sucre, la consommation nationale elle est autour donc de 120 000 tonnes. La SN Sosiko a produit cette année à peu près 31 000 tonnes. Normalement, on devrait pouvoir absorber le sucre de la SN Sosiko. Quand vous prenez les huiles, l'ensemble des unités industrielles du Burkina Faso produisent à peu près 50 000 tonnes, alors que la consommation nationale est autour de 100 000. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? C'est simple. Nous avons deux types de concurrence. Une concurrence déloyale, c'est-à-dire organisée autour donc, de la fraude, donc des produits qui rentrent, qui ne respectent pas la réglementation, qui ne font pas le dédonnement et qui se retrouvent en tout cas très moins chers, même si souvent nous avons une situation douteuse de leur qualité, qui viennent concurrencer ces produits-là, qui ne peuvent pas vendre moins cher. Du coup, la population, par rapport donc au pouvoir d'achat des uns et des autres, se retourne vers ces produits. Deuxième élément, nous avons au niveau donc des importations régulières un problème de régulation qui font que ceux qui importent, en tout cas dans le domaine du sucre ou dans le domaine de l'huile, régulièrement, importent des quantités qui viendraient couvrir en tout cas la consommation nationale. Du coup, les gens préféraient, eux, à ce niveau aussi, avec des prix en tout cas abordables, abandonner donc la production nationale. Mais ça, c'est le constat, comme je le dis, c'est le point. Qu'est-ce qui a été fait lorsqu'on a formé le point? C'est de dire qu'il faut combattre la fraude. Et pour cela, nous avons pris en tout cas donc, des dispositions à ce niveau. Le 21 mai, nous avons créé les brigades mobiles donc, de contrôle qui sévissent en tout cas sur le territoire. Sur le domaine de l'huile, par exemple, pour régler ce problème, nous avons identifié les différents problèmes qui font qu'on se retrouve dans cette situation, notamment les unités clandestines. Nos villes et nos campagnes sont un déversoir d'unités d'huile clandestines qui sont souvent, que disent les spécialistes, souvent cancérigènes. Et nous avons décidé donc de nous attaquer à ces unités industrielles-là, dans un but d'abord les empêcher de continuer à nuire, mais aussi les aider certainement pour ceux qui veulent rentrer dans les règles, en tout cas, pour pouvoir se développer. Une quinzaine d'unités clandestines ont été fermées à Ouagadougou, à peu près 30 à Bobo-Dioulasso. Donc on peut dire à peu près 44-45 unités clandestines ont été fermées. Et ceux-là qui refusent de respecter la réglementation sont totalement démantelés. Celles qui souhaitent en tout cas être accompagnées, nous les accompagnons pour qu'elles rentrent dans la norme. Quand vous prenez l'huile maintenant qui est stockée, qui connaît des méventes. Nous avons rencontré les commerçants importateurs que nous jugeons, j'allais dire sérieux, qui importent régulièrement, qui se sont organisés, qui ont décidé d'enlever l'huile. Au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Sur les huiles de la SNCTEC, à peu près 265 000, en tout cas 265 effectivement, donc bidons, 1000 bidons effectivement qui existent, et après 250 tonnes en tout cas en vrac qui existaient. Aujourd'hui, les 250 tonnes ont été totalement enlevées. Il reste maintenant les 265. À ce niveau, des engagements ont été pris, à peu près 200 ont été enlevés, ont été totalement payés. Même si souvent, il reste encore dans les magasins ces différents stocks-là. Donc, à l'espace donc, de 2 mois de traitement de la question, à peu près 3,5 milliards ont été mobilisés par les commerçants importateurs pour pouvoir donc faire ce travail. Nous avons demandé à nos services de faire le point des autres marques d'huile, parce que ce n'est pas la SNCTEC seulement, pour regarder un peu ceux qui respectent les cahiers des charges. On a fait un prélèvement pour analyser l'ensemble d'huile, pour faire le même exercice pour qu'on puisse enlever. Et nous avons introduit, depuis le mois donc de septembre, l'huile dans la liste des produits soumis à autorisation d'importation. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui donc d'importer l'huile tant que vous n'avez pas une autorisation du ministère du Commerce. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas.
De telle sorte que nous pouvons faire ce que je disais, la régulation. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, pendant que nous avons une quantité d'huile à consommer, que nous donnons des autorisations qui viendraient à couvrir le besoin national, de telle sorte qu'on abandonnerait notre production nationale. Et depuis là, nous avons bloqué, nous n'avons pas donné donc des autorisations spéciales d'importer. C'est maintenant que nous sommes en train de discuter pour regarder, étant donné qu'il y a une évolution de l'enlèvement, pour éviter aussi que nous nous retrouvons dans une pénurie, à l'effet donc de faire augmenter les prix de première nécessité, parce qu'on a oublié de regarder à la fin que gagnent les populations. La SN Sosico, sur les 31 000 tonnes, le même exercice a été fait où nous avons pris les précautions pour ne pas donner les autorités d'importer, et ceux-là qui ne respectaient pas les brigades mobiles de contrôle, effectivement, non, étaient à leur trousse. De telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, sur à peu près les 31 000 tonnes qui ont été produites l'année dernière, il reste à peu près environ 5 000. Et là encore, c'est des 5 000 avec des engagements qui vont certainement donc être totalement enlevés, je pense en tout cas donc d'ici la fin donc, de ce mois. Alors, déjà, la SN Sosico a commencé à produire pour... On va inviter M. Maliki Sawadogo qui est avec nous à s'installer pendant que vous terminez, M. le ministre. La SN Sosico qui a commencé à produire cette année, nous avons fait un travail de telle sorte que nous ayons à l'avance leur, j'allais dire, prévision de production en sucre granulé et en carreau. Ils vont produire à peu près 33 000 tonnes. Et chaque mois, ils devraient pouvoir nous présenter la situation. Et les commerçants importateurs devraient pouvoir d'abord enlever ces quantités de sucre-là avant d'obtenir les autorisations d'importer. Voici un peu un ensemble de mesures. Combat de la fraude, régulation des importations, accompagnement des commerçants pour enlever les stocks. Et c'est comme ça que nous comptons en tout cas multiplier la dynamique pour ne plus retomber dans ces situations-là. Donc, réponse conjoncturelle, mais solution structurelle pour ne pas qu'à chaque campagne, on soit obligé donc de courir un peu à gauche pour sauver les unités industrielles. Alors, M. Maliki Sawadogo, il est expert en accompagnement des industries. Il est directeur général de l'industrie Afrique SA. Il est là donc pour échanger avec vous. Nous allons vous demander, vous avez juste 10 minutes d'échanger directement, poser vos questions. Dans la courtoisie et le respect, vous avez la parole. Ok, merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Ok. Ma question, dans un premier temps, c'est au niveau de l'énergie. Monsieur le ministre, dans l'axe 3 du PNDS, il a été dit effectivement que il y aura ce qu'on appelle la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Et à ce niveau, je pense bien qu'au niveau industriel, il était prévu effectivement d'accompagner les industries. Aujourd'hui, le problème de l'énergie est l'un des problèmes essentiels au niveau des industries. C'est le facteur, l'un des grands facteurs de production, d'abord indispensable. Et chaque fois que nous rencontrons les différents industriels, ceux qui sont en train de s'installer également, posent toujours le problème de l'énergie. Plus de 3 ans passés, nous avons toujours le problème de l'énergie. À ce problème s'ajoute récemment le carburant qui est venu s'ajouter, alors que le carburant est également utilisé pour certaines industries, voilà, comme pour les chaudières ou d'autres voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui sera fait pour vraiment réduire vraiment le coût de l'énergie au profit de ces industriels? Parce que pour que ces industriels soient vraiment concurrentes, il faut qu'il y ait vraiment une concurrence et qu'ils produisent de la qualité, il va falloir forcément qu'ils arrivent à réduire le coût. Et si l'énergie coûte cher, si également à cela s'ajoute le carburant, qui est également utilisé par beaucoup d'industries, et dans le transport, et également pour transporter les matières premières, la transformation pour les chaudières, et même également pour la distribution des produits finis. Donc, c'est-à-dire le problème est de ne pas gérer, c'est-à-dire l'énergie déjà électrique, et deuxièmement, on ajoute même le carburant. Qu'est-ce qui est fait au niveau ministériel, au niveau des politiques, pour vraiment appuyer ces industries? Parce que je pense bien, si l'axe 3 prévoit, c'est qu'il faut les accompagner. Et on parle pas d'accompagnement, on parle effectivement de la réduction des facteurs de production pour que ces industries soient concurrentielles, parce qu'on doit pouvoir vendre dans les autres pays également, et également vendre dans local. Je voudrais d'abord dire que là, vous touchez un problème fondamental, quelque chose en tout cas qui est handicapant par rapport donc à la compétitivité de notre développement donc de nos industries. C'est tout à fait vrai. L'énergie occupe une place de choix. Sans énergie, il est difficile en tout cas donc de produire. Mais là encore, j'ai dit, c'est le point. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? De manière, j'allais dire, conjoncturelle, ponctuelle, le Burkina Faso s'est investi à travailler avec les pays voisins, à l'effet donc de régler les interconnexions pour permettre donc d'augmenter la capacité notre capacité en tout cas en termes donc de disponibilité d'énergie. Ça c'est la première des choses. Le Burkina Faso
le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait pour redonner vie effectivement dans l'ensemble d'une installation qui existe dans le domaine thermique à travers donc, la Sonabel. Un travail a été fait pour permettre en tout cas donc, aux citoyens de pouvoir accéder davantage en tout cas à des installations solaires à travers effectivement donc, les différents villages, parce que quand on parle de transformation industrielle et artisanale, je vais à tous les niveaux, du gros au petit. Maintenant, ça, ce sont des questions, en tout cas, conjoncturelles, qui ont permis, tant soit peu, de montrer qu'il y a une volonté. Qu'est-ce qui est fait pour que cela soit structurel? De manière structurelle, il y a eu la loi 014 qui a été votée en 2017, qui libéralise le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, ce n'est plus le monopole de la Sonabel que de produire de l'énergie. Un privé peut désormais s'installer au Burkina Faso, produire de l'énergie, le vendre à travers un contrat d'achat de l'énergie à la Sonabel, un PPP signé avec l'État, et derrière, effectivement, à travers donc, les BOT Operate and Translate comme mot donc, de contrat, les IPP, permettent en tout cas donc, de contribuer à élever en tant soit peu la capacité de production. Et là, je dis sur cette base-là que l'énergie n'est pas un problème au Burkina Faso, c'est plutôt une opportunité. Maintenant, il faut aller rapidement. Pour aller rapidement, il faut aussi avancer en tout cas donc, de manière assurée parce qu'il n'est pas possible pour nous donc, de rentrer dans des contrats sans que nous nous rassurons en tout cas donc, de leur impact. Donc c'est des contrats sur 20-25 ans. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, de manière structurelle, nous venons d'adopter un code des investissements en octobre, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, l'énergie est considérée comme un secteur important et l'énergie est intégrée dans les secteurs qui bénéficient davantage du coût des investissements. En général, on a des investissements autour donc, de 30 milliards, 25 milliards effectivement, pour faire des grandes centrales. Et nous avons créé ce qu'on appelle le régime E. Le régime E aujourd'hui permet à ceux qui investissent dans ce segment-là de bénéficier d'un nombre d'incitations, d'avantages fiscaux et à l'investissement et en phase d'exploitation sur une bonne durée pour permettre aux gens donc, d'avancer. Donc je vais vous dire aujourd'hui ce qu'il faut noter. Même si les problèmes ne sont pas réglés, il y a une nouvelle dynamique qui permet donc de faire le mix énergétique. À travers donc, le projet donc, de centrale, 50 mégas en prévision effectivement donc, par rapport donc, à Kosodo, à peu près 150 mégas sont passés tout dernièrement en conseil des ministres pour être signés effectivement NPP. Il y a une volonté de construire durablement un processus en tout cas donc d'énergie, de disponibilité de l'énergie au Burkina Faso. Ce qui va nous permettre certainement d'abord de régler la question de la disponibilité et ensuite d'envisager la réduction des coûts de production parce que c'est là que les choses en tout cas deviennent très intéressantes pour les entreprises. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. La conviction que nous avons, et contrairement à ce qu'on peut penser, si nous gardons cette dynamique-là de manière structurée, parce que le problème de notre pays c'est quoi? C'est de faire des opérations coup de poing. Nous devrons être structurés. C'est-à-dire quand on commence effectivement un processus pareil, nous devrons aller d'année en année pour qu'au bout de 5-10 ans, nous ayons réglé définitivement cette question-là. Qu'à chaque fois, nous ne reprenons pas effectivement donc, des politiques publiques dans ce moment et on s'arrête. Si nous continuons comme ça pendant 10 ans, moi j'ai la conviction que de la même manière, Accra et Abidjan nous éclairent la nuit, Ouagadougou va alimenter la journée. Accra et Abidjan. Ça, c'est faisable si nous le laissons de manière continuelle. Mais si nous nous arrêtons à un moment donné, comme on a l'habitude donc de faire effectivement donc les projets et abandonner et repenser de manière, nous n'irons nulle part. Or, si vous regardez l'ensemble des éléments qui sont mis sur la table aujourd'hui, où il y a cette volonté-là, mais je dis avec vous, oui, c'est toujours un problème aujourd'hui. Les entreprises, elles ne sont pas compétitives parce que souvent, ce n'est même pas une question de coût, il y a un problème même de disponibilité. Maintenant, il faut garder le cap, il ne faut plus jamais s'arrêter effectivement sur ce genre de questions-là. C'est le même problème qui se pose au niveau donc, de la disponibilité donc, du gaz avec une croissance à peu près 18% là. L'énergie, on disait 10, 13, mais on est passé à peu près 15% donc, de l'accroissement de la consommation. C'est le même problème qui se pose effectivement donc, dans d'autres secteurs où chaque 5 ans, nous doublons à peu près donc, les besoins. Donc il y a une volonté, mais je suis totalement d'accord avec vous. Le contenu n'est pas d'accord, mais la trajectoire elle est tracée. Okay. Merci. Bon, ma deuxième question, c'est toujours au niveau du contrôle et la répression, au niveau de la fraude. Monsieur le ministre, tout de suite, vous avez donné effectivement des éléments de réponse, mais sur le terrain, nous nous rendons compte qu'il y a toujours des difficultés. Quand nous prenons par exemple le secteur de l'eau, monsieur le ministre, il y a tellement beaucoup de marques d'eau au Burkina que finalement, c'est mieux de boire souvent l'eau de l'ONEA. Pour la simple raison que souvent des gens font de l'emballage et produisent de l'eau avec simplement des forages souvent négatifs, souvent de mauvaise qualité. Souvent, c'est avec même l'eau de l'ONEA que certaines personnes produisent. Et aujourd'hui, la population qui est d'abord victime, la population rurale, là où on part vendre cette eau, avec vraiment des compositions qui ne sont vraiment pas
de qualité et ça crée des problèmes de santé. Souvent, ils ne sont même pas reconnus par le ministère parce qu'ils n'ont pas d'autorisation. Et de deux, ils ne sont même pas repérés, on ne sait pas où ils sont. Finalement, donc, au niveau environnemental, ça ne va pas. Au niveau économique, ça ne va pas parce que c'est de la concurrence déloyale qu'ils font aux autres entreprises qui sont loyalement installées. Et pendant ce temps, au niveau santé également, ça crée un gros problème. Finalement, à un certain temps, on se demande est-ce qu'il faut boire l'eau des sachets. On ne peut pas. Et aujourd'hui, d'autres, même celles qui sont bien installées, même les entreprises qui sont bien installées, quelle est aujourd'hui la qualité de cette eau et quelles sont les mesures qui sont prises vraiment pour se rassurer, le contrôle, c'est hebdomadaire, c'est mensuel, c'est trimestriel, pour se rassurer de cette qualité. Parce que dans la production, à un certain temps, quand il y a un problème dans le processus, la qualité peut se détériorer. Et qu'est-ce qui est suivi au fur et à mesure? Je peux vous rassurer sur ce sujet-là que nous sommes totalement en phase sur l'analyse. Oui, c'est une réalité. Au Burkina Faso, la recherche effrénée, effectivement, donc, de l'argent, des gains faciles, rime dans le milieu économique avec des fraudeurs, avec des commerçants véreux, avec des industriels qui ne respectent pas les normes. C'est une réalité. Mais ça, c'est le point, comme j'aime le dire. Qu'est-ce qui est fait? Non seulement il y a eu un renforcement donc, des textes réglementaires ces dernières années pour permettre en tout cas donc, de sanctionner suffisamment les fraudeurs. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un effectivement donc, fraude et qu'on l'amène certainement donc, en prison pour 2 ou 3 mois et qu'on le fait, on l'amende 500 000 francs, il est clair qu'il ne sent pas la chose. Nous avons changé les méthodes. Nous avons décidé de frapper là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire à la poche des gens. À la poche des gens. Et là, on s'est donné les éléments réglementaires aujourd'hui qui permettent donc à des gens qui sont dans la fraude de ne plus payer 500 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vous amender jusqu'à des milliards. Cela est faisable, la réglementation nous permet de le faire. Mais il ne suffit pas de faire les têtes, il faut se donner un outil. Donc nous avons décidé de sortir des conclaves, des séminaires, de tous les trucs pour disposer d'un outil. Donc depuis le 21 mai, nous avons créé les BMC, les brigades mobiles de contrôle. On a étoffé les agents assermentés du ministère avec un accompagnement de la gendarmerie. Nous sommes constamment dans la 13 région du Burkina Faso en train de combattre la fraude sur le terrain. C'est sans pitié désormais. Si vous souhaitez aujourd'hui, oui, mais nous montons en puissance. Déjà, c'est une avancée. Il y a un outil professionnel effectivement sur le terrain et qui est en train de faire un travail. 11 000 unités ont été contrôlées à ce jour. Pas plus que 2 jours. La question, par exemple, des boissons frelatées. Nous avons fermé 4 unités, effectivement, donc à Ouagadougou, mais qui produisent sans texte, aucune réglementation, et qui ne font pas du tout de contrôle. Et avec le laboratoire national et avec l'agence burkinabé normalisation, nous faisons les prélèvements pour pouvoir contrôler. Totalement d'accord avec vous qu'il faut plus de moyens, effectivement, à ce niveau. Une collaboration avec les différents acteurs. Et là, avec la Chambre de commerce et le patronat, nous envisageons, effectivement, au courant mois de janvier, effectivement, de nous réunir pour pouvoir renforcer, effectivement, nos moyens. Le ministère s'est étofé en agent assermenté. Quelques équipements ont été acquis, mais la BMT va monter en puissance. Le Conseil des ministres, le 5 décembre, nous avons adopté de nouveaux textes au niveau de la concurrence qui vont nous permettre d'avoir plus de moyens pour pouvoir combattre. On ne doit plus jamais s'arrêter parce que c'est une gangrène et ce n'est pas un problème donc, de perte de devises, c'est même un problème de santé. Monsieur Sawadogo, votre temps est épuisé, mais du temps. Malheureusement. Donc, nous allons vous dire merci d'être venu sur ce plateau parce que vous n'aviez que 10 minutes. Nous allons prendre monsieur, veuillez vous installer. Lamoussa Ilboudo de Ouagadougou nous appelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon Gongo. Bonsoir, monsieur le ministre. Ma question est toute simple. Je l'entendais tout à l'heure dire que concernant le carburant, ils vont évaluer dans 3 mois pour voir est-ce que le prix va continuer à baisser avant de revenir sur les prix. Moi, ma question est de savoir si le prix monte, donc les prix ne seront pas baissés, ou il faut tenir compte aussi, il faut encore que les syndicats sortent encore sur les pavés pour qu'on puisse arriver à une diminution du prix du carburant. Ma deuxième question, c'est de savoir, lui, en tant que ministre du Commerce, qu'est-ce qu'il pense de la situation actuelle du pays au niveau des affaires? Si déjà la situation est très bizarre et qu'on augmente le prix de l'essence, est-ce qu'on veut la mort de l'économie du pays ou bien c'est quoi on recherche en fait? Merci. C'est mes 2 questions. Merci, monsieur Ilboudo. Monsieur le ministre. La question qui est posée est une question pertinente, d'autant plus que beaucoup de Burkinabés se posent effectivement donc la même question et je suis totalement d'accord avec c'est une préoccupation. Sur le carburant, je voulais le rassurer qu'il y a une volonté de ne pas faire payer le prix, je vais dire la vérité des prix effectivement donc, au Burkinabé. C'est une vérité. Si on devrait faire payer effectivement la vérité des prix, on serait effectivement donc en train de faire un réagissement à hauteur donc de à peu près 130 francs.
Ce n'est pas ce qui a été fait. C'est 75 francs qui a été réajusté. Mais en même temps, une fois que cela a été fait, nous indiquons aussi qu'avec la tendance baissière du prix du baril, effectivement, et le nouveau mécanisme qui nous permet des évaluations chaque 3 mois, nous allons effectivement donc apprécier pour prendre donc des décisions. C'est-à-dire que la volonté toujours de continuer à subventionner le prix du carburant existe, parce que vous voyez très bien qu'il y a à peu près 60 francs de subventions qui existent encore sur les prix à la pompe. Et il y a aussi cette volonté donc d'apprécier l'évolution pour pouvoir continuer donc à prendre des décisions dans ce sens. C'est une situation sur laquelle effectivement donc, ça ne fait plaisir à personne qu'on arrive à là, mais nous travaillons dans ce sens. Avec les partenaires sociaux, nous avons choisi effectivement donc, le dialogue. Et le dialogue qui a démarré aujourd'hui, c'est un dialogue de vérité, de sincérité, où les chiffres sont présentés et discutés et l'ensemble des approches sont proposées. Du reste, l'ensemble des décisions que nous avons aujourd'hui ne sont pas épuisées. Et à l'épuisement des discussions, des décisions, certainement, on pourrait être plus dans ce sens. Mais si je m'en tiens aujourd'hui à ce qui ne constitue pas une décision en méfiant donc au mécanisme qui fait une révision chaque 3 mois, j'ai dit que si la tendance baissière continue, il n'y a pas de raison effectivement que des décisions soient prises dans ce sens. Mais nous sommes en discussion avec les partenaires sociaux. Je peux imaginer effectivement donc que d'autres types de décisions pourraient sortir. Mais celle qu'il faut retenir à ce stade aujourd'hui, c'est que si la tendance baissière continue, de cette manière-là, la révision du mécanisme automatiquement nous permettra donc de connaître certainement donc une réduction à ce niveau. Sur les affaires, totalement en phase avec lui. Il y a une perception aujourd'hui qui indique effectivement donc que les affaires ne repartent pas. Mais je voudrais dire que nous ne devons pas oublier de là où nous venons. De 2011 à 2015, pratiquement, il n'y a pas eu de vraie activité économique au Burkina Faso. Nous étions effectivement donc dans une instabilité, dans une crise qui faisait qu'il n'y avait plus d'activité. L'ensemble des chiffres sont là aujourd'hui pour montrer ce qu'il y a en termes d'investissement, ce qu'il y a en termes d'activité, ce qu'il y a en termes donc de marché public qui a été développé. C'est une vérité. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est que le Burkina Faso disposait aussi d'une certaine forme d'économie souterraine qui n'était pas la réalité. Donc il y a ce temps de correction qui existe effectivement, donc, qui nous permet donc de repartir. Troisième élément, je vais dire, existe-t-il une volonté de continuer à booster l'économie? Oui. Parce que si vous regardez effectivement l'ensemble des projets structurants qui sont proposés, si vous regardez l'ensemble des réformes que nous faisons, si vous regardez effectivement la politique d'industrialisation, l'ensemble des accompagnements que nous faisons, il n'y a pas de doute. Je viens de lancer tout de suite à 15h un accompagnement de nos tisserantes avec une initiative qu'on a annoncée il y a 5 mois, à l'effet donc de subventionner 1000 métiers à tisser en 2 phases, 500 et 500 pour nos braves dames, qui représentent effectivement des millions de personnes qui sont dans l'artisanat, mais qui manquent simplement donc des métiers à tisser. Et nous faisons un travail avec le FILSA pour permettre en tout cas de donner ces fils-là. Existe une volonté effectivement d'accompagner ce segment-là qui emploie énormément de Burkinabés, qui intervient énormément donc dans la transformation, oui ou non, c'est une vérité. Nous avons lancé le 20 septembre dernier l'initiative pour le renforcement du capital productif des PME. À Ouagadougou, le 19, la cérémonie, et nous sommes déplacés à Djibo pour donner effectivement le premier accompagnement. 130 PME ont été choisis au Burkina Faso, 10 par région, à l'effet donc de les équiper à hauteur de 4 millions d'équipements. Parce que vous savez, les gens souvent ont des projets de 10 millions pour aller dans la transformation de matières premières. Ils n'ont pas besoin de business plan. Ils n'ont pas besoin d'aller voir les banques. Parce que quand on parle de financement innovant, ce n'est pas seulement aller voir les banques. Nous devons pouvoir combiner les lignes de crédit, les crédits bancaires, les subventions, les prêts d'honneur et les subventions en équipement. C'est surtout cela qu'on appelle effectivement des financements innovants. Ce programme a été lancé rapidement, 130 PME pour construire une base, en tout cas de ruisseaux, à même de converger pour créer des fleuves, c'est-à-dire les champions, les PMI qui convergent, qui créent effectivement les champions. Mais quand on a lancé ça, quand on dit qu'on ne croit pas à cela, c'est 4 millions. Nous avons fait appel effectivement au business angel, nous avons fait appel effectivement au secteur privé, qui ont mis à peu près 900 millions à notre disposition pour permettre donc d'accompagner. Donc aujourd'hui, on vous livre l'équipement, on l'installe, et le peu d'argent que vous avez, vous l'utilisez pour payer des matières premières, pour pouvoir donc développer votre activité. Et comment on fait pour ne pas récompenser ceux qui ont les cartes? Je n'ai pas compris. Comment on fait pour ne pas financer seulement ceux qui ont les cartes du parti? J'ai dit effectivement que nous avons mis un dispositif en place qui permet donc de choisir. Pas récompenser beaucoup plus de camarades politiques. Ce dont je ne traite pas donc de fonds sociaux, je suis en train de traiter ici d'un processus clair. Comment il est fait? C'est simple. Nous avons mis aujourd'hui un dispositif en place. Et ça s'appelle Initiative renforcement du capital productif. Il y a un point focal au ministère. Et avec la Chambre de commerce, 2 comptes ont été ouverts dans 2 banques de la place. Et le secteur privé, effectivement, donc, a accompagné le processus. Et aujourd'hui, un processus donc, de sélection rigoureux est fait à travers l'ensemble des régions,
avec la Chambre de commerce, la maison d'entreprise et l'ensemble des acteurs habituels, parce qu'il y a suffisamment de bases de données. Un appel à projet est lancé. Les directions régionales, effectivement, donc, collectent. Et nous faisons un travail pour choisir les 10. Et avec les procédures de passation de marché à la Chambre de commerce, nous organisons ce dispositif-là en toute transparence. Mieux, c'est même un projet qui aujourd'hui, le fonctionnement, effectivement, on n'absorbe pas du tout, pas plus de 2%, effectivement, donc, dans l'utilisation, effectivement, donc, des ressources. Donc, il y a une transparence totale qui est effectuée et nous avons donné, effectivement, donc, les bons d'enlèvement des équipements à la région, effectivement, donc, sous le temps, effectivement, donc, que certains équipements soient fabriqués. Nous avons fait le même exercice il y a à peu près une semaine pour ceux, effectivement, donc, de la région, effectivement, donc, du Nord. Et je pense que nous allons continuer. Parce que derrière, il y a un gros projet de 10 milliards que nous sommes en train, effectivement, donc, de finaliser. En ce moment, ça sera donc du crédit revolving. Donc, il y a une volonté d'accompagner les uns les autres. On renforce aussi les capacités des acteurs à travers les formations des acteurs du secteur informel. Je pourrais vous citer, effectivement, donc, d'autres choses à travers donc, des unités de production que nous accompagnons pour montrer clairement que nous croyons à l'impôt. Maintenant, c'est vrai que nous ne faisons pas beaucoup l'accompagnement de ceux qui font l'import-export. Mais nous croyons que le développement de notre pays partira effectivement donc, de l'animation successive donc, de moteur de croissance. Et nous ne croyons pas effectivement donc, que l'import est un moteur de croissance. Nous croyons effectivement que c'est dans la transformation. C'est pour cela que l'ensemble de nos actions effectivement nous priorisent la mise en œuvre de l'acte du PNDS qui veut effectivement donc, que nous accompagnions donc, un secteur porteur, notamment donc, les PMI, PME. D'accord. On va prendre Cheikh Omar Traoré qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, ma question, elle est toute simple. L'accompagnement des petites et moyennes entreprises et la création d'emplois figurent en bonne place dans le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a 5 ans de cela, Sodigaz a investi plus d'1 milliard dans un centre amplisseur afin d'appuyer la Sonabi pour faciliter et permettre à nos autres consommateurs de gaz d'avoir du gaz très rapidement. Sous le régime de Blaise Compaoré, un refus catégorique de ce gouvernement a empêché ce centre de fonctionner. La transition n'a pas fait mieux. Monsieur le ministre, vous qui êtes issu de la société civile, répondez-moi en toute franchise. Dites-nous pourquoi ce centre pose problème. Et vous, à la tête aujourd'hui du département, qu'allez-vous faire ou que pouvez-vous faire pour que ce centre soit fonctionnel? Je rappelle que j'ai ces informations parce que j'ai fait partie d'une délégation qui a visité ce centre-là il y a déjà 3 ans. 1 milliard investi par une société qui ne produit absolument rien, monsieur le ministre. Vous savez ce que ça peut vouloir faire. Et bonne suite à vous. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Tout à fait. Sodigaz a effectivement donc, un centre amplisseur construit donc, sur la route à Bingo, à l'effet donc, de contribuer donc, à augmenter, j'allais dire accélérer le dispositif donc, d'emplissage donc, des bouteilles de gaz. C'est une vérité. Et c'est une structure qui occupe à peu près, j'allais dire 65% de part de marché donc, dans le domaine donc, du gaz au Burkina Faso. Donc c'est une grosse entreprise qui a suffisamment investi là-dessus. Et son investissement a rencontré des difficultés parce que la réglementation dans notre pays, malheureusement jusque-là, donne un certain type donc, de monopole à la Sonabi, dans l'ensemble des segments liés à l'importation, l'emplissage et puis la distribution donc, du gaz, de tout ce qui est hydrocarbures au Burkina Faso. Donc ce problème, il est posé donc, dans ce sens. Mais aujourd'hui, toute une réflexion est en cours donc, sur ces segments-là pour regarder quels sont les segments sur lesquels on pourrait effectivement donc, conserver le monopole donc, de la Sonabi, notamment dans tout ce qui est sécurité, tout ce qui est stockage et tout le reste. Et quels sont les segments sur lesquels on pourra faire pleinement jouer la compétence et l'expertise donc, des marketeurs. Et je pense que dans cette réflexion-là, la solution donc, des centres d'amplisseurs pourrait effectivement donc, connaître donc, des solutions. Je vais dire effectivement, donc, en attendant cela, c'est vrai qu'il y a un investissement effectivement, qui est fait, mais je sais aussi que des discussions sont en train d'être faites entre Sodigaz et la Sonabi pour regarder comment est-ce que, peut-être dans des formats donc, de PPP, comment est-ce que les choses peuvent se faire pour qu'il y ait effectivement une délégation donc, des services publics. Mais
c'est des décisions qui ne sont pas totalement abouties aujourd'hui, donc je ne peux pas être affirmatif de quelle est l'issue. Mais je pense qu'ils se sont retrouvés confrontés à une situation. Il y a eu des engagements verbaux lorsque j'ai discuté avec eux qui ont été pris par certainement donc, des dirigeants antérieurs, certainement nous qui sommes aux commandes aujourd'hui, mais qui malheureusement n'ont pas suivi défaut en termes donc, de mise à disposition donc, de Sodigaz, des accords et des textes effectivement nécessaires pour aller. Et l'entreprise, effectivement, sur cette base-là, a fait un investissement pour participer en tout cas à la butanisation de notre pays. Parce qu'il faut noter que Sodigaz, 40 ans après, c'est l'une des entreprises qui a participé énormément à la butanisation de notre pays, en contribuant donc à la lutte contre la déforestation et tout le reste, effectivement. Donc nous devrons continuer à travailler sérieusement avec ces structures pour ne pas en tout cas décourager des investisseurs comme Sodigaz. Donc je suis totalement d'accord avec lui que c'est une mauvaise chose qu'à ce jour, on n'ait pas pu effectivement régler définitivement cette question-là. Mais on devrait faire des réformes pour permettre donc, que ce genre de choses ne se répètent pas à l'avenir. Alors, on va prendre une question sur la plateforme. Monsieur le ministre, comme annoncé, nous avons M. Belenviri Yacouba du Centre. Monsieur le ministre, vos discours sont souvent contraires. Malheureusement, on n'arrive pas à lire la question. J'arrive à lire. Ah, d'accord. Je peux répéter voilà. si vous souhaitez. Monsieur le ministre, vos discours sont souvent contraires aux réalités. À quand l'accord de l'autorisation d'implantation de l'usine de production de carburant à base de déchets plastiques? À quand la fin du ping-pong que c'est la SONABI qui doit décider et non votre ministère? Alors, je voudrais dire que on rentre encore dans un segment, c'est la question de production d'hydrocarbures dans notre pays. Et après, qui est-ce qui l'achète? En la matière, la réglementation est simple. Jusque-là, la SONABI, effectivement, importe donc des hydrocarbures. Donc, sur la base donc, de caractéristiques, de documents et d'une manière ou d'une autre, importe pour qu'on puisse l'utiliser. Lorsque vous décidez aujourd'hui de proposer un produit en partant donc, de cette situation, il faut effectivement donc, présenter l'ensemble des caractéristiques. Donc, avec le ministère de l'Énergie et d'une manière ou d'une autre, on permet effectivement d'analyser l'ensemble des choses qui sont faites. Mais le problème, ce n'est pas quand vous avez fini de produire que la SONABI n'achète pas. C'est qu'à l'avance, il faut pouvoir régler ces questions en amont pour avoir un accord. Puisque en général, ceux qui veulent investir veulent déjà un accord. Comme c'est la SONABI qui a le monopole donc, de distribuer, ils veulent déjà un accord en amont avec la SONABI qui dit effectivement qu'ils s'engagent à payer leur production. Ce qui va leur permettre donc de pouvoir sécuriser les investissements, de certainement prendre des crédits en banque pour pouvoir produire. Comme c'est le cas avec la Sonabel et les sociétés privées, les producteurs. Non, la Sonabi, ceux qui veulent, ils veulent transformer en fait des déchets plastiques en du carburant en fait qu'il va vendre en fait à la Sonabi. Donc, ce qu'il veut à l'avance, c'est que déjà il y a un accord, puisque après vous ne pouvez pas vendre directement aux populations, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas libéralisé. Il faut vendre à la Sonabi. Donc, il souhaite un accord en amont avec la Sonabi qui s'engage certainement à payer le carburant. Il y a un certain nombre de caractéristiques effectivement qu'il faut faire. Mais là encore, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai connu ce problème, il n'y a pas très longtemps, quand je regardais à l'intérieur, non seulement au niveau de la Sonabi, on ne peut pas apprécier effectivement donc, à l'avance ce type de produit parce qu'il y a des insuffisances, mais en même temps, la question effectivement donc, de la production n'est pas réglée clairement effectivement donc, dans nos différents textes. Donc ceux-là qui veulent des accords avec la Sonabi dit, je vais bien effectivement donc, donner des accords, mais il faut que je me base sur la réglementation qui me permet effectivement de m'engager et aussi que je sois rassuré par le ministère de l'Énergie et le ministère, donc, mon ministère de tutelle qu'il y ait effectivement donc, une assurance sur la qualité et le type de produit qui va sortir. Si je m'engage à l'avance et c'est moi qui oblige le producteur à sortir son produit et que je ne suis pas capable d'acheter, j'embarque effectivement un investissement. Totalement d'accord avec lui que c'est une tâche effectivement qu'il faut rapidement donc, régler parce que de plus en plus il y a des initiatives qui parlent donc, de la transformation et de la mise à disposition donc, de biocarburants à travers nos déchets. C'est quelque chose sur lequel on a. Donc je pense que ce sont des promoteurs qui ont posé le problème et j'ai demandé à mes équipes qui les ont rencontrés de nous laisser le temps effectivement donc, de régler effectivement ces choses-là pour pouvoir avancer. Donc il n'y a pas de manque de volonté là-dessus. Il y a une situation effectivement donc, incongrue qu'il faut pouvoir donc faire. Je suis d'accord avec lui qu'il faut faire rapidement parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives en matière donc, de Burkinabé qui s'engagent dans des choses innovantes comme ça, il ne faut pas, j'allais dire, décourager les gens dans leur initiative d'avancer. Il faut pouvoir accompagner. Et c'est des jeunes qui sont derrière ces genres de projets. Nous avons intérêt à les accompagner. Une autre question sur la plateforme. Monsieur Sanou du Centre Nord. Monsieur le ministre, à quand l'ouverture d'une industrie de transformation de tomates pour soulager nos vaillants producteurs du BAM peut-être. Producteurs du BAM.
Voilà, je n'arrive pas... Où je crois qu'il sommes-nous y a avec l'usine l'usine de Lumbila qui avait suscité, je crois que c'est de nombreux espoirs. Voilà. À Et quand la à fin quand de la la fin de la vente de vente de nos la produits? plupart de nos productions avec des unités de mesure locales? Ok, bon, je ne vois pas totalement, mais j'ai compris l'esprit. Oui, parce que la présentation ne nous permet pas de bien lire. Non, mais ce n'est pas grave, j'ai compris l'esprit Allez-y. qui est derrière. Si je ne m'abuse, c'est la question en tout cas donc, des unités La de transformation de matières premières. Oui. Il a pris en particulier donc, la tomate et il a fait référence à l'usine de Lumbila. Comme vous avez dit que nous aurons un temps pour discuter de la question de la transformation industrielle, je reviendrai plus largement là-dessus, mais je vais déjà dire, Allez-y. je vais déjà dire que sur cette unité industrielle qui est un projet qui avait été imaginé pour transformer nos tomates avec le développement d'une variété supplémentaire, pour transformer donc de la mangue, et est un projet dont la conduite n'est pas du tout, j'allais dire, la conduite n'est pas reluisante. C'est-à-dire qu'on a fait un projet industriel sans projet, sans une démarche effectivement industrielle. Aujourd'hui, c'est un investissement, j'allais dire une prévision d'investissement à peu près 8 milliards, à peu près effectivement en termes de prévision, avec des objectifs de production qui n'ont pas du tout évolué. Et quand nous avons pris le dossier, il y a à peu près 17 milliards qui ont été mis. Donc lorsque vous avez une prévision d'investissement d'un projet de 8 milliards, vous mettez 17 milliards sans changement d'objectif de production, je ne sais pas ce que vous obtenez effectivement à la fin. Aujourd'hui, l'usine, les équipements étaient plus ou moins livrés à peu près à 90%. On veut dire à peu près 70% d'équipements effectivement donc, en phase d'être installés. Mais les bâtiments ne sont pas totalement terminés, on est autour donc, de 25%. Donc le site est aujourd'hui, on est dans une situation où vous souhaitez faire du riz. Vous mettez le riz dans de l'eau et les condiments. Ce n'est plus du riz, mais je vais dire non préparé. Mais à la fin, vous n'avez pas votre dégât que vous voulez. En fait, on est au milieu de piste en fait. Donc, on est dans une situation où il faut terminer le projet pour qu'on puisse dire que c'est un projet industriel. L'autre insuffisant de ce projet qui est très important, c'est même son emplacement. Lorsque vous avez les producteurs, il parlait du BAM. Lorsque vous avez la tomate qui se produit ailleurs, notamment dans le nord du Burkina Faso, vous avez qui sont à 50 km ou à 150 km. Et vous avez la mangue qui se trouve effectivement donc à 250 km de l'autre côté. Ce n'est pas par hasard que Dafani s'est installé effectivement donc dans la région de Ourada. C'est parce qu'ils sont fous. Et lorsqu'on vient planter l'unité ici et qu'on dit qu'on va développer une variété de tomates dans la région pour pouvoir développer, il ne devrait pas être ici. C'est-à-dire aujourd'hui, pourtant, l'ensemble des réformes permettent effectivement aujourd'hui, je reviendrai sur le code qui permet donc aux gens qui s'installent effectivement dans ces régions-là de bénéficier de ce nombre d'avantages. Qu'est-ce que nous faisons sur l'unité la question vous donne l'occasion de Lumbila? Il est important pour moi de revenir sur les questions structurelles, effectivement, donc, pour aussi expliquer comment est-ce qu'on règle les questions conjoncturelles. Sur l'unité, effectivement, donc STFL, nous avons pris l'ensemble des dispositions pour redémarrer le projet, avec un nouveau administrateur provisoire, avec le fait que nous avons approché la BIDC qui avait accompagné le projet. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de 8 millions d'euros, à peu près 5 milliards, après une évaluation qui a été faite par ceux qui avaient travaillé là-dessus et mes services. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous faisons deux choses. Nous allons démarrer bientôt, après la ratification du prêt, à terminer l'unité. En même temps, nous avons décidé donc de faire 3 centres de pré-traitement sur des sites où on fait de la tomate, à Goursi, à Yako et à Waïguia, avec effectivement donc 6 camions réfrigérés, 2 par site, qui vont permettre donc d'amener le broyat sur la base donc des tomates, 200 emplois un peu partout, et la centaine d'emplois qui va être faite aujourd'hui. Donc l'autre phase, c'est la ratification. On a eu il y a 1 mois et demi, la BDC qui nous accompagne. Si effectivement donc c'est ratifié, nous pensons qu'en début d'année, ça va nous permettre donc de démarrer les travaux. Mais ce n'est pas terminé, parce que derrière, je vous ai posé la problématique effectivement qu'il faut continuer à régler les questions d'approvisionnement et d'une manière ou d'une autre. Alors c'est un projet industriel qui a été un peu mal ficelé. Il y a eu une gestion, j'allais dire, pas du tout orthodoxe effectivement donc des ressources autour de ça. D'ailleurs, le dossier a un pendant judiciaire et nous travaillons effectivement donc à le remettre parce qu'il y a suffisamment d'argent. Il y a une forte attente dans les populations et des jeunes à travers là-dessus pour après une centaine d'emplois. Donc voilà ce qui est en train d'être fait. Je pense qu'on pourra dire que dans notre prévision, effectivement, nous développons des parcs industriels dans l'ensemble des régions, des mini-parcs industriels, c'est-à-dire que les 10 PME que je vous ai dit, il faut être une base, ça va nous permettre aussi, dans ces différentes régions, en fonction des potentialités économiques, ce que la stratégie nationale d'industrialisation prévoit, de pouvoir donc rapprocher effectivement ces unités industrielles-là au plus près des producteurs et de faire la transformation, parce que ce n'est pas très compliqué et ce n'est pas des gros investissements. Une autre question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo de la boucle de Mouhoun, quelle est la politique actuelle du Burkina Faso en matière de commerce international? En parlant d'importation plus précisément, que faites-vous pour, je ne vois pas l'autre partie, la compétitivité des entreprises locales dans cette jungle de produits dans cette jungle de produits chinois qui nous inonde
à moindre coût et sans qualité majeure? Nous développons plusieurs politiques donc, au niveau donc, du ministère du Commerce, notamment en travaillant sur le plan communautaire à l'effet effectivement donc, de conformer nos textes sur l'ensemble des réglementations, tout ce qui est commerce international. Et nous développons aussi une stratégie d'exportation de nos produits. On a travaillé une stratégie nationale d'exportation qui est mise en œuvre par l'Agence pour la promotion des exportations. Nous développons au niveau du ministère toute une politique effectivement de commercialisation et aussi de consommer nos produits. Nous développons une politique de régulation des importations à l'effet de protéger nos productions nationales. Je pourrais effectivement sur cette base-là vous donner des cas, des exemples. Alors, quand vous... on avait pris la question de régulation qu'on a aujourd'hui et nous prenons des textes effectivement pour protéger ceux qui travaillent ici. Le dernier Conseil des ministres, nous avons pris un certain nombre de textes qui font qu'aujourd'hui, notre pays ne peut pas devenir, en tout cas, le déversoir de ces produits-là. Et comment est-ce qu'on fait? C'est d'abord de répondre, comme je vous l'avais dit, de manière structurelle, à la disponibilité. Et aussi à une visibilité, une accessibilité, une disponibilité de ce qui est produit ici. Nous avons signé un accord avec l'association des marketeurs pour nous permettre de faire la promotion. Il y a un arrêté qui a été pris dans la mise en œuvre de la politique consommation locale et l'ensemble des ministères aujourd'hui sont donc invités à faire ce travail effectivement d'enlèvement-là. Quand on fait le bilan de 2017, on a à peu près une trentaine de milliards. Le premier semestre, le bilan que nous faisons en termes d'enlèvement, on a à peu près 18 milliards qui ont été faits effectivement en termes de produits. Et la rencontre gouvernement secteur privé qui a eu lieu tout dernièrement, dans la rencontre sectorielle, nous allons effectivement modifier les arrêtés pour permettre effectivement une préférence dans les communes. Parce que vous savez, au niveau de MENA, par exemple, le ministère de l'Éducation, ce sont les communes qui font la commande pour les cantines. Pour permettre effectivement donc, une préférence effectivement de nos productions nationales, parce qu'il y avait des blocages à ce niveau qui faisaient que lorsqu'on lançait les appels d'offres, en fait, on préférait nos produits. Donc au niveau de la consommation de ce que nous produisons déjà, voilà ce que nous faisons. Et nous régulons effectivement les importations en fonction donc, de ce que nous produisons. Et à la fin, nous ne faisons pas d'accompagnement en réalité pour ceux qui font effectivement donc de l'import-export, tant que nous rassurons effectivement, nous mettons en fait nos énergies pour faire connaître nos produits et aussi les rendre dans les bonnes normes. L'ABNORM, l'Agence burkinabé de normalisation et le Centre pour la promotion intellectuelle travaillent effectivement donc à labelliser effectivement nos produits pour qu'ils soient d'abord dans les normes, obtenir les certificats d'importation, pas plus en avril uniquement, que le miel de Burkina Faso est exporté par exemple en Europe. Parce que, donc, il faut avancer. La BNORM, effectivement, accompagne les uns et les autres. Parce que quand les gens produisent de la pommade, beurre de qualité un peu partout, vous avez certainement des emballages où on dit ça fait ceci, ça soigne ceci, ça fait cela. Mais ce n'est pas prouvé. Et ça reste local, ça reste effectivement marginal. Donc le travail qui est fait aujourd'hui avec la BNORM, c'est d'accompagner les gens et les uns effectivement donc, pour pouvoir effectivement donc, avancer à ce niveau-là. Une fois que les gens ont des produits donc, de qualité, ça rassure donc, les consommateurs. Mais une fois que les gens, il faut aussi que les gens sachent. Je vous dis, du petit déjeuner au dîner, on peut consommer que des produits burkinabés. Mais quand je suis devenu ministre, que j'ai commencé à visiter ce certain nombre de fois, que j'ai découvert ce certain nombre de produits qu'on ne voyait pas dans les rayons. Donc, avec l'association des marketeurs, nous avons signé un accord où le ministère va les accompagner pour mobiliser, parce que c'est des experts en tout cas en la matière, pour nous accompagner, pour qu'il y ait, pour mettre en place un processus donc, de VAD, visibilité, accessibilité, disponibilité, dans les rayons, une promotion pour que les Burkinabés puissent savoir. Parce que vous savez, on dit que les Burkinabés ne consomment pas leurs produits. Mais il y a une partie des Burkinabés qui ne savent pas où se trouvent ces produits et qui n'ont même pas confiance évidemment à la qualité de produits. C'est notre responsabilité de les faire connaître et de les rendre disponibles en fait en accompagnant les différents acteurs. C'est ce que nous faisons. Donc voilà, l'un dans l'autre, on fait des choses à l'interne, on fait la promotion à l'extérieur avec l'APEX, on signe des accords commerciaux avec les différents pays pour permettre donc l'exportation de nos produits quand il y a certainement donc je vais dire, un surplus en matière donc, de production. Alors, nous allons, pendant que vous terminez, inviter le deuxième panéliste qui est avec nous, qui va venir, et lui, il va aborder la question du commerce et puis de la lutte contre la fraude. Il s'appelle Youssouf Paré, il est du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Bonsoir, okay. Monsieur Paré, merci, vous avez 10 minutes pour échanger avec Monsieur le ministre. Bonsoir. En tout cas, je vous ai écouté attentivement. Pour la première phase, en tout cas, ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention, de volonté qui sont manifestes. Mais quand on regarde sur le terrain, ça contraste beaucoup avec la réalité. Je prends sur cette dernière question que le téléspectateur a posée, notamment la question des importations. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un facteur aujourd'hui qui phagocyte notre économie locale. Les industries, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se développer dans ce contexte, en tout cas d'importation qui n'est pas suffisamment réglementée.
En 2013, il y a un certain nombre de tests qui ont été pris dans ce sens. Et jusqu'à présent, on n'a pas de décret d'application. Je parle notamment de la loi 012 et la loi 013 qui ont été prises en 2013, qui portent sur la réglementation des importations et la réglementation même du métier de l'emploi de commerçants, aujourd'hui qui n'ont pas de décret d'application. Donc concrètement sur le terrain, il va sans dire que ces produits-là, on se demande même si ce n'est pas sciemment fait. Voilà, quand on sait qu'il y a des gros intérêts qui sont derrière ces importations. Voilà. Donc pour moi, les faits effectivement contrastent à ce niveau. Et l'autre élément pour dire que les faits contrastent, c'est au niveau du contrôle de la qualité, au niveau de la lutte contre la fraude. Voilà, vous avez évoqué un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place, mais quand on regarde manifestement, ces instruments-là ne sont pas opérationnels. Vous avez le contrôle des prix sur le terrain. Et vous avez pour tout le département, sur tout le territoire, 31 agents assermentés. On se demande concrètement, monsieur le ministre, comment on fait pour rassurer les citoyens sur la qualité des produits qu'ils consomment et sur le fait que, en tout cas, les produits qui rentrent... Voilà, la question c'est ça. Concrètement, comment on le fait avec 31 agents assermentés, à peine une dizaine de véhicules. Vous allez relancer, monsieur le ministre. Je voudrais dire que si vous n'avez pas certainement les bons chiffres, c'est notre responsabilité. Parce que c'est notre responsabilité, effectivement, donc, de vous fournir les bons chiffres, de vous donner les informations, en tout cas, à jour, pour vous permettre, en tout cas, de mieux faire le contrôle citoyen. Sinon, les bons chiffres sont les plus simples aujourd'hui. Je vais les noter. Sur la question, effectivement, des agents assermentés, nous sommes à plus d'une centaine, avec l'ensemble donc des personnes qui ont porté serment aujourd'hui, qui étoffent les capacités donc, de la brigade mobile donc, de contrôle. Comme fait concret, je ne parle pas de réglementation. Je vous ai dit que nous avons mis en place le 21 mai les BMC qui sévissent sur le territoire. Je vous donne un exemple des cas aujourd'hui d'unités clandestines fermées, de contrôle effectivement de 11 000, sont des chiffres exacts. Maintenant, ils ne sont pas assez. Je suis totalement d'accord avec vous effectivement là-dessus, que ce n'est pas assez et c'est notre responsabilité d'en faire davantage. Ça, c'est la première des choses. Sur effectivement le décret d'application, je dis encore, c'est de notre faute. Si nous n'avons pas été capables effectivement donc, de vous donner l'information à temps effectivement sur ces textes-là, qui pourraient vous permettre effectivement donc, de savoir quand en fait nous avons pris l'ensemble de décrets d'application sur effectivement donc ces produits-là. Aujourd'hui, il y a un décret qui liste les produits soumis à autorisation d'importer, les ASI. Il y a un décret qui liste les produits soumis à autorisation d'exportation, qui nous permettent aujourd'hui donc d'agir. Je vous avais dit par exemple que on a ajouté dans ce titre-là les huiles. L'huile n'était pas un produit soumis à autorisation d'importation. C'est désormais le cas depuis septembre. Les pneus, par exemple, de SAP Olympique n'étaient pas soumis à autorisation d'importation. C'est exactement le cas. Ce qui fait aujourd'hui que notre ambition, le travail qu'on fait avec la SAP, que les gens ne puissent importer qu'une moto avec les premières choses. Vous importez la moto, vous pouvez importer la moto avec les pneus. Mais après, nous devons un travail de telle sorte qu'on ne puisse pas effectivement donc importer sans avoir enlevé le stock des institutions. Le processus d'Akumari, c'est timide, mais nous sommes en train de travailler pour avancer là-dessus. Ça, ce sont des choses concrètes. L'autre élément, quand vous parlez donc des textes pour réglementer le métier de commerçant, oui. Cela a été totalement fait avec des arrêtés effectivement d'un coup sur effectivement donc, des nouvelles cartes effectivement de commerçant. Oui, c'est réglementé aujourd'hui le commerce de gros. Les arrêtés sont en cours ou bien les arrêtés sont pris? Le décret a été pris le 5 décembre en conseil effectivement donc des ministres. C'est pour cela que je dis que c'est notre responsabilité s'il n'y a pas eu suffisamment de communication là-dessus. Sur la réglementation du métier de commerçant, le commerce de gros, le commerce effectivement de demi-gros et le commerce donc du détail, avec une visibilité claire effectivement donc, sur ces questions-là, pour que des gens ne puissent pas aujourd'hui être dans le commerce de gros et venir concurrencer les petits commerçants dans le détail. Et il y aura donc une structuration et des numérotations. Et ceux qui ne respectent pas en tout cas, ils rencontreront en tout cas les brigades mobiles de contrôle sur la route. Donc vous voyez, des choses sont faites effectivement donc, dans ce sens-là. Maintenant, comme nous avons ces outils maintenant, vous allez certainement nous juger effectivement donc, sur l'opérationnel. Parce que ce que vous avez dit, ce sont des lois et il fallait le décret d'application totalement en phase avec vous qu'il fallait le faire. Mais ce sont des choses que nous avons accélérées aujourd'hui. Ce sont des réalités. Je vous donne en tout cas les dates effectivement donc, des faits. Sur l'agence assermentée, les choses effectivement aussi ont évolué. Nous ne sommes plus à 31, nous sommes à une centaine et quelques. Ok. Autre instrument que je voulais évoquer avant le truc, c'est notamment dans le contrôle des produits. Tout à fait. Et voilà. Vous avez les brigades que vous avez citées, mais vous avez également les laboratoires ou bien, qui doivent certifier ces produits. Tout à fait. Mais quand on regarde le niveau de fonctionnalité de ces laboratoires-là, vous avez des sections qui n'ont pas plus de 2 agents. On se demande avec la quantité de produits importés qui rentrent dans nos territoires, comment ces éléments-là peuvent être opérationnels. Ces laboratoires existent depuis et on ne voit pas d'action concrète de la part du ministère pour en tout cas... Je veux noter le fait que vous indiquez clairement que la voie existe, parce qu'il existe effectivement le laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a une volonté effectivement de politique de le faire. Maintenant, vous posez un deuxième problème, c'est d'augmenter les effectifs
c'est d'augmenter les capacités effectivement d'action sur le terrain, et c'est ce qui est fait constamment avec le recrutement donc de nouvelles personnes et aussi avec des collaborations qu'on développe. Parce que vous savez, l'ABNORM a ces différents laboratoires qui sont en train de constituer au fur et à mesure, travaille avec le laboratoire national donc de santé publique. Mais l'autre phénomène, ce n'est pas seulement donc la charge de travail, c'est le fait effectivement que nous sommes obligés même d'aller chercher ceux qui sont dans la clandestinité, qui refusent donc de faire respecter ces produits-là. Et nous faisons clairement, quand vous avez pris les huiles qui sont importées, d'ici la semaine prochaine normalement, nous allons communiquer sur l'ensemble donc des marques d'huile effectivement donc qui ont été contrôlées. Où on pense que si les consommateurs en tout cas donc les achètent, même s'ils viennent de l'importation, ils vont pouvoir respecter la réglementation. Mais le message il est clair. Au regard donc du retard qu'on a pris un certain nombre de choses au Burkina Faso sur le contrôle de la qualité de nos produits d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien à faire. Il faut accélérer le dispositif pour permettre donc de couvrir. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, il y a eu un laisser-aller. On sert effectivement du n'importe quoi. Les gens ont un doute sur ce qu'ils mangent effectivement dans l'assiette. Mais il faut faire davantage et plus vite pour permettre donc de régler ces problèmes-là. Ok, je vous remercie. Je vais maintenant revenir sur la question de la Sonabi. Et notamment l'augmentation des prix des hydrocarbures, parce que quand je vous ai écouté, ça dit qu'on n'est pas dans une dynamique, en tout cas d'un retour, en tout cas au prix qui est exigé, en tout cas l'ancien prix. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de la Sonabi c'est pas seulement cette question. C'est pas seulement cette question, parce que quand vous regardez la façon et la structure fonctionne, il y a beaucoup d'interrogations que les citoyens ont, et en tout cas légitimement, de la façon dont ça fonctionne. De l'approvisionnement. Quand vous regardez la chaîne d'approvisionnement, la manière dont la boîte fonctionne et même la distribution, il y a beaucoup d'interrogations et nous pensons qu'il n'y a pas suffisamment de transparence. Et je vais vous prendre un exemple. Et déjà en 2015, il y a un numéro de l'événement, je crois que ça doit être le numéro 309 d'août 2015, qui a révélé effectivement qu'il y a par exemple des carburants qui embarqués au port dans les pays côtiers, mais qui ne se retrouvent pas dans les dépôts ici à la Sonabi. Ça veut dire que ce carburant est détourné quelque part. Et jusqu'à présent, sur ces questions-là, on n'a pas de réponse concrète du ministère par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, le ministère aujourd'hui peut prendre l'engagement que ce que les partenaires sociaux demandent en termes d'audit indépendant de la Sonabi, sur toute sa composante, approvisionnement, fonctionnement et distribution, est-ce que le ministère aujourd'hui peut prendre des engagements que ça sera chose faite en tout cas dans les jours très prochains? Monsieur le ministre, il ne reste que 2 minutes. D'accord. Si vous avez écouté le discours donc, de son Excellence le Président du Faso à l'occasion du 11 décembre, il a été clair sur la question de la lutte contre la corruption, la fraude, l'exemplarité et puis l'ensemble des exemples. Et ce sont des instructions, à mon avis, effectivement, qui est donné aux différents donc, membres de l'exécution en particulier pour mettre ça en lieu. Au niveau de la Sonabi, je peux vous rassurer effectivement que non seulement il y a eu des audits faits par des cabinets indépendants, faits par l'ASE. Quand je suis arrivé au département, j'ai vu l'audit effectivement qui a été fait pour l'année 2017 avec l'ensemble des recommandations à faire. Mais je peux aussi vous garantir que pour l'année 2019, des audits sont programmés à ce niveau. Donc, si la question est de savoir est-ce que nous allons accéder à l'exigence effectivement donc, des partenaires sociaux pour auditer effectivement la Sonabi avec les organismes indépendants, la réponse est oui. Parce que il n'y a plus rien à cacher dans ce pays sur ce genre de questions-là. Les gens se sont battus le 30 et 31, il y a eu l'insurrection, il y a eu la résistance, il y a eu suffisamment de gens qui sont battus pour cela. Beaucoup de rapports ont été produits par la SE, par le RENLAC, effectivement, sur des niveaux de corruption. On ne peut pas du tout, effectivement, dans une logique où on refuserait, effectivement, qu'il y ait des audits dans ces genres de structures-là, effectivement, non pas des organismes indépendants, comme la SE et du Mandéo. Donc, je peux être formel là-dessus, ça va être fait. Et il y a même une prévision, d'abord, des audits sont faits, et il y a des prévisions d'audit, effectivement, pour l'année 2019. Donc 2017, des audits sont faits, et la demande qui a été faite, effectivement, sera satisfaite parce qu'il y a des prévisions d'audit, effectivement, en 2019. Parce que nous sommes déjà en fin 2018. Fin 2018, oui. Oui, donc des audits seront faits en 2019. Bon, on ne sait pas, on n'a pas une idée de... Parce que ce qui est pressant, c'est une revendication pressante. Non, les gens voudraient savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les arguments qui sont avancés sont justes? Je la connais, la revendication est claire. On demande l'audit, effectivement, donc, d'une structure comme la Sonabi par des organismes indépendants. C'est ça? La réponse est oui. Maintenant, quelles sont les modalités pratiques, effectivement? Je vous dis, il y a ce qui est prévu, déjà programmé, avec des organismes comme la SE. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, effectivement, qui nous seront faites de manière concrète pour dire, nous souhaitons, effectivement, que tel organisme agisse, etc. C'est les choses, effectivement, que nous allons apprécier. Mais je vous dis déjà ce qui est prévu et nous sommes prêts, effectivement, à accéder à cette demande, effectivement, d'audit indépendant. Donc, la réponse est claire là-dessus. Maintenant, les modalités pratiques avec les acteurs, c'est des choses qu'on va régler. Donc, vous avez votre réponse qui est positive à ce niveau. Maintenant, au niveau de la fraude, quand vous parlez donc de carburant et d'une manière, je suis totalement d'accord avec vous. C'est le côté véreux, effectivement, qui existe. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que la BMC monte en puissance
être effectivement donc, dans l'ensemble donc, des régions, être sur les voies, en collaboration avec effectivement les autres organismes de lutte contre la fraude, notamment la douane d'une manière ou d'une autre, que nous puissions combattre cela. Et c'est ce qui est fait régulièrement tous les jours, avec la dénonciation et la contribution donc, des populations. C'est des choses, il ne faut pas les commencer et puis vous arrêter. C'est un combat permanent. Merci à M. Paris. Vous avez épuisé vos 10 minutes. Nous allons passer à la plateforme et nous allons découvrir ensemble la question. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je voulais connaître, je crois que ça doit être les termes de l'accord. Est-ce qu'on peut diminuer peut-être la police? On pourrait voir entièrement... Je vois à peu près. Je voudrais connaître les termes de l'accord que le gouvernement a passé avec les compagnies de transport, qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais de transport suite à la décision du gouvernement d'augmenter. Parce qu'on ne voit pas la totalité... Mais je compris l'esprit. Ouais, okay. Alors, donc ce que je vais dire à ce niveau, c'est que nous n'avons pas signé un accord lié effectivement donc aux 75 francs. Nous avons eu des discussions entre des structures fêtières responsables et le gouvernement qui expliquent clairement ce qu'il y a aujourd'hui en termes donc de réajustement et aussi nos attentes par rapport donc à leur effort, à leur contribution. C'est ce qui a été fait. Donc, s'il y a aujourd'hui un mérite, le mérite revient effectivement donc aux transporteurs qui ont accepté effectivement donc accompagner. Mais vous pouvez comprendre que dans une discussion, les gens souhaitent, posent d'autres problèmes qu'ils ont posés depuis des années, qui n'ont pas connu effectivement de révolution. Donc, ils demandent aussi au gouvernement d'avoir une oreille attentive par rapport donc à l'ensemble donc de leurs préoccupations qui sont soulevées depuis longtemps. Mais le gouvernement, clairement, est aujourd'hui dans une situation d'être effectivement donc plus attentif sur ces différentes préoccupations-là. Parce qu'ils disent, oui, il y a la question effectivement du carburant, mais aussi on a d'autres préoccupations qui sont mises sur la table. Il faut aussi effectivement une oreille attentive. Voilà ce qui est fait. Donc, les discussions continuent effectivement donc pour que l'ensemble des préoccupations qui sont posées depuis longtemps, comme ils le disent effectivement là, puissent connaître en tout cas des débuts de dénouement pour avancer. Donc, ils ne sont pas revenus mettre sur la table des nouvelles revendications. Ils ont soulevé des questions qu'ils avaient. Quelques exemples de questions soulevées. On parle par exemple d'allègement de contrôle des automobiles. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, ils ont soulevé la question de... vous voyez, quand les cas sur les routes effectivement sont contrôlés à plusieurs reprises, ils ont dit effectivement c'est des choses effectivement qui occasionnent donc des pertes de temps, ça fatigue. Il faut qu'on regarde effectivement comment elle. Mais ce sont des choses qui sont appréciées à l'aune donc de la sécurité donc des populations. Je crois que l'engagement a été fait d'évaluer effectivement donc le dispositif et de regarder effectivement ce qui peut être fait sans jamais perdre effectivement nos capacités donc de protéger notre pays. Ça c'est un exemple concret sur lequel vous m'avez posé. Voici plus ou moins ce qui est donné comme élément de réponse à ce niveau. D'accord. Monsieur Sami Albert Midiour nous appelle de Dissine. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gongo. Voilà, bonsoir aussi, monsieur le ministre. J'avais un certain nombre de questions, d'abord de préoccupations à poser à monsieur le ministre. D'abord, la première question, voilà, concerne plus précisément la journée du 8 mars, puisque ça relève aussi de son ministère. Voilà la question que j'avais à poser. Je pense que dans ces 2 jours, dans les jours passés, il y a eu pas mal de questions sur la confection, le marché qui a été attribué pour la confection tout simplement du 8 mars. Mais maintenant, ici, je voudrais demander tout simplement à monsieur le ministre s'il pouvait nous clarifier, puisqu'il y a pas mal de commerçants qui ont décidé tout simplement de lever la voix parce que l'affaire faisait tache d'huile. Voilà, puisqu'il s'agit toujours du commerce, est-ce qu'il peut nous clarifier? Parce que de dire tout simplement de ce qu'on a appris dans les médias et sur les réseaux sociaux, il s'avère que le marché avait été déjà attribué à quelqu'un tout simplement du régime en place, c'est-à-dire le pouvoir MPP. Mais maintenant, qu'est-ce que le ministre peut nous dire à propos tout simplement de ce marché? Est-ce que tout simplement ils ont pu rassurer, est-ce qu'ils peuvent rassurer les commerçants, tous ceux qui ont postulé là, pour pouvoir tout simplement les éclaircir? Et aussi, je me dis, c'est une préoccupation, est-ce que ce genre tout simplement de choses ne tue pas en réalité le commerce ou le business au Burkina Faso? Voilà, ça c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation est celle relative tout simplement aux conventions, le contrat qui a été signé tout simplement par l'Assemblée générale concernant le groupe Bolloré. Voilà, je pense qu'au niveau tout simplement de la CGTB, voilà, la CGTB avait dénoncé tout simplement ce même contrat, effectivement qui ne concerne pas l'intérêt tout simplement pour le Burkina Faso, mais
qui réserve en réalité tout l'intérêt au groupe Bolloré. Mais maintenant, étant ministre tout simplement du commerce, puisqu'on ne peut pas parler du commerce sans parler aussi tout simplement des rails. Voilà, mais maintenant, qu'est-ce qui peut nous clarifier? Est-ce que le ministère tout simplement a donné son appréciation concernant le contrat, ou est-ce qu'ils ont décidé tout simplement de laisser ce contrat volatile entre tout simplement les mains, voilà, des députés? Voilà, parce que aussi, il y a Nestorine Sangarine aussi. Voilà, une troisième préoccupation. Merci mais beaucoup. Ça, c'est plus précisément à votre niveau, Monsieur Bongo. L'honnêteté intellectuelle et l'exigence de votre émission nous demandent effectivement donc d'être les plus sincères, peut-être les plus honnêtes. Sur la question donc du marché dont il parle ici lié au Faso d'Afani, je m'occupe pas donc, mon département ne s'occupe pas donc de passer des marchés liés donc au Faso d'Afani. Si vous regardez, quand je suis arrivé au ministère, la première chose que j'ai fait, j'ai publié le PPM, le plan de passation des marchés, officiellement sur la page Facebook du ministère, sur effectivement donc le site web du ministère. Il n'y a pas pour 2018 effectivement de projet de passation de marché lié au Faso d'Afani. Donc c'est un dossier sur lequel effectivement je n'ai pas plus d'éléments d'appréciation qu'il a effectivement donc là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons par rapport au Faso d'Afani? C'est d'abord le fait qu'on accompagne les tisserands pour la production. Et c'est le fait que nous avons décidé de réviser effectivement le texte qui règle la question des identités géographiques en rajoutant un volet, je vais dire, marque collective, pour permettre donc de labelliser le Faso d'Afani qui jusque-là n'est pas labellisé, qui peut faire l'objet donc de contrefaçon. Et le dispositif est en cours aujourd'hui. Nous allons labelliser le Faso d'Afani, le chapeau de Saponé, les cuirs repos effectivement de Kaya et le beurre de karité effectivement donc de Nouna, je pense effectivement. Donc c'est 4 produits sur lesquels nous avons démarré le processus. Donc voilà ce que nous faisons en lien avec le Faso d'Afani et aussi la promotion pour les achats. Donc je n'ai pas plus d'éléments effectivement sur le truc, donc je ne voudrais pas m'aventurer parce que ce n'est pas des marchés que j'ai passé chez moi. Sur effectivement donc Bolloré, il a dit clairement que la question donc du transport sont des choses effectivement donc, qui ont un lien avec le commerce. Je suis de ceux qui pensent que le chemin de fer est quelque chose d'essentiel pour permettre en tout cas donc, de réduire le coût, étant donné que nous sommes un pays de l'Interland situé à 1000 km. Ceux qui pensent en tout cas que, au regard donc, de nos moyens, il faut aller, même si financièrement il est très difficile d'évaluer tout de suite, mais économiquement c'est quelque chose de très rentable. C'est ce que je peux dire effectivement donc, là-dessus sur ma conviction que le rail est utile là. Qu'en est-il effectivement donc, des détails de ce dossier? En toute sincérité, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour pouvoir donc dire clairement sur le niveau effectivement donc du contrat au détail près, au risque effectivement donc de donner des chiffres faux. Mais je peux en tout cas lui dire que dans le but effectivement donc de protéger les intérêts de Burkina Faso, la volonté du gouvernement et de l'ensemble effectivement donc des ministres, c'est de passer effectivement donc des contrats pour notre pays, effectivement, en veillant à défendre donc, les intérêts de notre pays, en veillant à ne pas dépendre effectivement donc, des infrastructures. Je pense effectivement donc, dans le travail qui a été fait, ça a été certainement donc, l'un des soucis premiers de mes collègues qui ont été donc, en charge donc, de ce dossier-là. Mais je dis que le rôle des citoyens, des corps intermédiaires, les syndicats et la société civile, c'est effectivement donc critiquer ces genres de choses-là, effectivement, donc, quand ils pensent effectivement qu'on aurait pu mieux faire, pour permettre certainement donc, de corriger et de ne pas certainement donc, continuer dans les sens sur lesquels on penserait effectivement que ce n'est pas bon, parce que le plus rien ne sera comme avant, doit pouvoir s'appliquer là-dessus. Mais en toute sincérité, je n'ai pas plus d'éléments d'appréciation effectivement du temps près par rapport donc, à la préoccupation. D'accord. On prend une question sur la plateforme. Voilà. Une question de M. Daouda Kabouré de la boucle de Mouhoun. Monsieur le ministre, en tant que ministre des insurgés, pensez-vous que la gouvernance actuelle du pays est en conformité avec les attentes qu'aspiraient les personnes sorties le 30 octobre 2014? On dira que l'article 37 a été l'élément fédérateur, mais quand on regarde sur les pancartes et l'ensemble des choses qui ont été faites pour qu'on arrive au 30-31, on peut aisément affirmer qu'il y avait la lutte contre l'impunité, les crimes de sang, les crimes économiques, la gabégie et tous ces différents éléments ont permis donc de fédérer les gens. Et je crois que c'est là que sorti le slogan « Plus rien ne sera comme avant ». Mais on n'est pas aujourd'hui dans une situation où nous disons effectivement que tout a été fait.
nous sommes dans une situation où, je vous ai indiqué tout à l'heure, effectivement, non, il y a des réformes. Quand vous regardez le PNDS, effectivement, donc, dans les 3 axes, en dehors de l'axe 3, il y a l'axe effectivement donc, de modernisation effectivement, donc, des institutions et la bonne gouvernance. Et l'ensemble des outils qui sont mis en place, notamment aujourd'hui la question de la redevabilité qui est posée, qui permet aux citoyens donc, de continuer à discuter, l'obligation de rendre compte qui est régulièrement donc demandée. Et je pense que l'ensemble de ces outils effectivement qui sont en fait, la liberté d'expression avec l'ensemble des dénonciations, tout cela permet aujourd'hui au gouvernement de corriger en tout cas au fur et à mesure les choses. Mais je dis qu'il faut accélérer parce que quand on lit effectivement donc, les rapports du RENLA, quand on lit les rapports de l'ASE, l'ensemble des interventions qui sont faites, quand on lit, on entend même le discours du président du FASO, le 11 décembre, qui appelle les uns et les deux méthodes, c'est clair effectivement donc, qu'il y a encore énormément d'insuffisances et qu'il faut continuer à faire davantage pour qu'il y ait une gouvernance conforme aux idéaux et aux idéaux donc, de l'insurrection populaire et certainement donc, aux attentes liées en tout cas qui ont gouverné, je l'ai dit en tout cas donc, le combat donc, des insurgés et des résistants. Donc je suis totalement d'accord qu'il y a de l'insuffisance, mais je voudrais noter qu'il existe une volonté à tous les niveaux avec les réformes de faire mieux. Et de toute façon, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas retourner au passé dépassé, nous devrons forcément avancer. On appelle là sur ce plateau M. Adama Coulibaly, qui est le vérificateur. Adama Coulibaly qui s'installe. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Donc le pôle de vérification vous a suivi durant plus d'1 heure d'horloge. Premier constat, on sent que vous avez une certaine maîtrise des différents dossiers relevant de votre département ministériel. Ça, c'est le premier constat. Mais sur la question du carburant, on sent que vous avez botté un peu en touche les réponses. Cela peut-être parce que les discussions sont en cours, on ne sait pas. Mais à vous écouter, on sent vraiment une volonté de bien faire, d'aller de l'avant. Mais c'est sans doute la concrétisation de ces différentes actions dont vous évoquez tout à l'heure qui viendra confirmer vos intentions. Et donc, pour votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous a attribué la note de 7 sur 10. Donc le public qui est là aussi vous a accordé, chacun vous a noté, et la moyenne du public ici est de 7 sur 10. Donc 7 pour le pôle, 7 pour le public, c'est que vous faites une note générale de 7 sur 10, Monsieur le ministre. Réaction. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici, de permettre de participer donc, à cet exercice-là, et de dire que, quel que soit le côté factuel effectivement de la note, vous l'avez indiqué, c'est une invite donc, à mieux faire. Parce que c'est sur 10, et en général, les meilleures notes sur 10, c'est 9,50. Donc, on considère effectivement, donc, ou 10 sur 10 si vous voulez. Donc, je pense effectivement donc, que je dois faire sur davantage. Ce plateau, jusque-là, la meilleure note, c'est 7 sur 10. Bon, la meilleure note est 7, mais ça ne veut pas dire que 7 est une meilleure note, je vois ce que je veux dire, comparé à ceux qui sont passés. Mais je vais dire simplement que c'est plutôt une invite à bien faire. Et le fait que vous avez... J'ai vu la sincérité aussi dans l'appréciation des choses. Et sur le carburant, nous sommes en discussion. Et je ne veux pas trahir le secret des discussions, mais l'esprit patriotique qui règne à ce niveau-là est une bonne chose. Et moi, je pense que ces discussions vont aboutir. Parce que c'est plutôt bon dans un pays d'avoir des interlocuteurs avec qui vous discutez. Et des interlocuteurs effectivement donc crédibles qui ont montré à plusieurs niveaux leur volonté de faire avancer les choses. Je pense que ceux avec qui nous discutons sont déjà crédibles et nous devrons effectivement donc continuer le dialogue. Et c'est le choix qu'a fait le Premier ministre dans cette situation-là. Et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, il faut qu'on sorte de là effectivement donc avec des réponses claires, avec une planification, une programmation qui permet d'avoir une vision. Donc oui, étant donné que les discussions sont en cours, mais j'indique quand même des choses dont on n'a pas besoin de la discussion pour apprécier. On n'a pas besoin de décision pour savoir que si nous continuons dans cette tendance baissière, effectivement, donc, par rapport à l'échéance d'évaluation, il est clair que les arguments qui avaient milité pour dire pourquoi est-ce qu'on a augmenté, qui sont le prix du baril, s'ils baissent, systématiquement, on ne devrait pas pouvoir résister longtemps là-dessus. Maintenant, les discussions vont-ils donner autre chose? Je ne peux pas l'avouer là-dessus. Merci effectivement donc, pour cette occasion que vous donnez de vous exprimer. Je ne sais pas si on est à la fin. On me signale qu'on a un téléspectateur qui nous appelle du Togo. Ah d'accord, il n'y a aucun problème. Ah non, il est parti malheureusement parce que c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui nous suivent hors du Burkina, mais il dit tout simplement que dans la sous-région, si ce n'est pas au Ghana, on n'a pas une émission où des citoyens viennent discuter directement avec des autorités. Et donc, c'est pour féliciter l'émission. Merci beaucoup. Et je crois que c'est à vous, à Diaconia, à WaterAid, à la CODEL et à la télévision nationale, effectivement, donc, que le mérite revient. Parce que lorsque vous avez mis le présimètre en place, pour contrôler, il y a eu beaucoup de personnes effectivement qui le connaissent, mais les gens ne savent pas effectivement donc
l'espace effectivement de redevabilité que vous offrez pour permettre aux populations de critiquer. Et vous savez, ceux qui sont ici c'est sont aussi sincères. la fin de sont l'émission, sincères. dans vos derniers mots avant qu'on arrête. Ils sont sincères et je pense que nous devrons écouter le message. Nous devrons nous dire que le dialogue social doit primer. Un contrat social, effectivement, donc, doit être renforcé. Nous devrons, effectivement, donc, travailler à la réconciliation, comme l'a indiqué le président du FASO, à travers, effectivement, un schéma vérité et justice. Nous devrons, effectivement, donc, travailler davantage. Nous devrons, effectivement, donc, être des exemples. Et chacun devrait pouvoir donc, écouter, se corriger, s'améliorer pour avancer, parce qu'on n'est pas parfait, mais si on écoute les gens, on devrait pouvoir aller. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai bénéficié d'un avantage, un ministère avec des jeunes, 70% de jeunes, des directeurs motivés, dynamiques, beaucoup de femmes en responsabilité dans les directions qui se lèvent très tôt, et des gens qui bougent. Et ce qui me permet aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a une maîtrise des dossiers, en fait, ce sont les autres qui ont bossé. Moi, je fais que faire la bonne récitation pour répéter ce qu'ils m'ont donné. Donc, c'est plutôt eux, effectivement, donc, qu'il faut rendre hommage ce soir et dire merci aux téléspectateurs, effectivement, donc, qui ont pris le temps de nous écouter. Et je pense qu'on regardera toujours l'ensemble des choses pour continuer à travailler davantage. Sinon, on aura trahi. Merci beaucoup au ministre Aruna Kabouré d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique, à toute l'équipe rédactionnelle qui ont participé à préparer cette émission. Merci. Et le journal tout à l'heure avec Ruth Bini Ouattara.